Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va avoir pas mal de choses à se dire ce matin, tout simplement parce que il y a des jours comme ça où très sincèrement je préférais pas me réveiller. En tout cas me réveiller certes, mais pas pour voir la tronche de mon compte ce matin, qui me fait pas franchement plaisir. Alors il y a des jours où ça se passe très bien, hein, c'est clair que le matin tu te réveilles, tu n'as rien fait et tu as pris 5% rien qu'en dormant. Il y a des matins comme ce matin où tu te réveilles et tu perds 5% sans avoir rien demandé à personne. Donc bah voilà, c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu. Je rappelle, c'est pas l'essentiel, c'est que le jeu soit à somme positive à la fin. Et ces jours-là, bah, c'est clair qu'ils font pas plaisir, mais il faut arriver à les voir dans un aspect global. Donc bah, aujourd'hui est une journée extrêmement négative. Donc invalidation sur la UDNZD, on va en parler bien évidemment. Les cryptos, je passe très vite dessus, hein, il n'y a toujours aucun intérêt tant qu'on ne franchit pas les deux bornes avec des clôtures, aucun signal quel qu'il soit. C'est-à-dire que oui, ce matin, ça rebaisse de 4%, et alors, c'est pour faire parler les cons. Donc laissez-les parler, moi ça ne m'intéresse pas, tant qu'on ne va pas chercher sous la zone des 100 dollars avec des clôtures, il n'y a rien à lire. Alors c'est même pas 100 dollars, c'est 101, 102, voilà, enfin c'est par là quoi. Donc pour l'instant, rien à en dire, si ce n'est laisser parler les cons qui sont toujours en train de faire les mêmes analyses. Ah ben ça monte pas et on casse des supports, donc c'est une tendance baissière. Oui, ben une tendance baissière, ça casse des supports, mais le support il est là, et il est là pour l'instant, et on est toujours au-dessus, donc avant de parler, réfléchissez un peu, messieurs, s'il vous plaît. Euh, on passe à la suite. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors oui, donc la UDNZD, on va en parler, c'est clair. Alors ça m'énerve, hein, ça me fait chier, mais comme c'est pas permis, hein, vous voyez très bien la zone sur laquelle on est, target de break, support oblique qui avait été cédé, hein, c'est-à-dire le moment où on avait freiné cette tendance baissière. Je pense sincèrement que c'est pas du tout un signal de vente, mais un signal d'achat. Problème, j'ai du levier, je suis dans le rouge, je suis obligé de me faire la malle, hein, c'est-à-dire, je rappelle, j'ai levier 5 sur la UDNZD, c'est-à-dire que les 0,75 là qui sont là, je les prends x5 dans la gueule ce matin, et c'est ça qui me fait péter le compte. Donc, ça fait un peu chier, c'est comme ça, hein, mais je sors, j'encaisse ma perte, donc je prends 8% de perte à peu près sur ce truc-là. Vraiment, ça me déplaît au possible, hein, mais bon voilà, le scénario à UDNZD, c'est malheureusement le scénario de la catastrophe. C'est-à-dire tu rentres à l'achat très 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 vite, beaucoup trop vite, hein, je rappelle, je tenais encore, hein, j'avais des achats de cette zone-là, alors ils étaient très faiblement leveragés ceux-là, il y avait eu des renforts un peu par là et un peu par là, ce qui fait que j'avais un prix de revient moyen à peu près ici, de mémoire, et le problème bah, c'est que ça, avec un levier 5, quand ça casse, et ben voilà, ça fait 8% de perte. Donc c'est comme ça, hein, c'était le jeu. Je vais y aller très simple. Je respecte la stratégie que je vous ai énoncée, hein, je ne fais pas partie des gens qui parlent et qui font l'inverse. C'est-à-dire, je vous avais dit, on a cette zone d'accumulation, les deux bornes de stop clôturées, hein, et on les voit bien. Si on casse la borne haute, je valide et je renforce en levier max, donc 8. Soit je prends ma perte et j'attends d'avoir de nouvelles informations. Si on casse par le bas, eh bien le marché a choisi de casser par le bas. C'est clairement pas ce que j'espérais, hein, vous en doutez, mais malheureusement, que je le veuille ou non, bah, c'est comme ça que les prix se constituent et je dois m'y plier. C'est-à-dire que bah, j'aime pas, ça m'énerve, ça m'irrite au possible, mais je pense qu'on n'a rien à faire là, mais je suis obligé de sortir tout simplement bah, parce que c'était le plan. Alors je re-rentrerai bien évidemment si ceci est un piège, hein, c'est-à-dire que si on clôture comme ça aujourd'hui et que demain on fait un avalement haussier ou un harami ou n'importe quoi, je re-rentrerai, hein, ça c'est clair et net. Mais en attendant, la stratégie m'oblige à sortir ici. Je prenais trop de risques, je suis dans le rouge. Et dans le rouge que je ne peux pas accepter, hein, j'ai rendu une très grosse partie des gains que j'avais encaissés sur la UDNZD. C'était la raison pour laquelle, je vous rappelle, j'autorisais de rester dans des proportions de trades spéculatifs aussi grosses. Normalement, je ne perds pas plus de 3% sur un trade spéculatif. Là, je m'étais autorisé d'aller jusqu'à 8, 7, 8 parce que j'avais des gains passés dans la UDNZD. Franchement, je viens d'en rendre les trois quarts. Il me reste quasiment plus rien de réserve de gains sur la UDNZD. Donc, bah, je ne peux plus être agressif. Je ne peux pas me le permettre. Je vais donc tout simplement attendre patiemment que ce marché retrouve un sentiment acheteur. Pour l'instant, ben, voilà, c'est raté, c'est comme ça, et ça me fait chier, hein, je vous le cache pas, j'aime pas prendre des pertes, mais la différence, elle se fait là, c'est-à-dire que si je n'accepte pas de prendre la perte ici, ça peut devenir beaucoup beaucoup plus sanglant que 8% de perte, et ça c'est hors de question. Je vous ai déjà franchement appris, et encore, ben voilà,
vous voyez, souvent, en fait, je vous dis, c'est d'une perte que vous verrez la différence entre un trader et un petit malin qui fait le gugus sur les réseaux. Voilà, bah là j'ai tort. Ça me fait chier, je n'ai aucune envie de la prendre, cette perte. Je suis quasiment. J'ai la nette persuasion d'ailleurs qu'en plus de ça, dans quelques jours, on va repasser au-dessus et que je vais reprendre la même position. Mais voilà, il faut que vous compreniez la différence. Celui qui ne fait pas ça n'est pas un trader. Voilà, je vous apprends à gérer les risques. Je vous apprends à comprendre que quand ça se passe pas bien, que vous en ayez envie ou non, que ce soit logique ou non, il y a des zones sur lesquelles on ne peut pas dépasser la prise de risque. Au-dessus, c'est pas de la prise de risque, c'est pas de la gestion du risque, c'est de la croyance, c'est tout sauf du trading. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous captiez. Si je continue à persister ici dans ce scénario, alors que les prix me montrent objectivement que j'ai tort, eh ben, c'est rentrer dans un biais de marché, c'est-à-dire dire j'ai raison, le marché a tort. Le jour où vous faites ça, je vous garantis que ça peut passer 2 ou 3 fois, mais le jour où ça passera pas, eh ben, malheureusement, vous rendrez beaucoup, beaucoup plus de gains que le peu que vous aurez pu accumuler en luttant contre le marché. Donc, c'est vraiment un jeu à somme négative que de lutter contre le marché, donc ne le faites pas, même si vous avez eu la chance que ça marche une fois ou deux dans le passé, dites-vous bien que le jour où ça ne va pas passer, eh bien, vous vous en souviendrez. Donc voilà, AUDNZD sort du portefeuille momentanément et jusqu'à nouvel ordre. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ces résistances, je ne fais rien du tout. C'est-à-dire que bah, là, en fait, j'abaisse mon scénario. Alors le buy entry, bah, non, il n'y en a plus. Hein. C'est-à-dire que tant que je n'achèterai plus en spéculatif, je n'achèterai plus qu'en breakout, c'est-à-dire je veux maintenant des réactivations haussières de prix. C'est-à-dire que cette bougie baissière, tant qu'on ne revient pas clôturer dessus, je ne la touche pas. Alors ça m'énerve hein, parce que regardez le volume, c'est-à-dire que pour l'instant il n'y a pas de volume, c'est juste un truc de dingue. C'est-à-dire qu'on casse un niveau majeur sans volume et malheureusement je dois le subir quand même. Donc voilà, bon. Pour l'instant, on va voir. J'y crois pas, hein. Je vous cache pas, franchement, j'avais envie de m'arracher les doigts quand j'ai appuyé sur le bouton de sortie, mais je suis obligé de le faire pour les raisons que je vous ai expliquées. J'ai pris trop de risques. Si j'avais encore de la place, c'est-à-dire si je pouvais encore négocier, si j'avais pas eu le dos contre le mur avec des leviers un peu trop gros, très sincèrement, j'aurais pas pris une perte ici. Mais clairement pas. J'ai pas du tout une conviction vendeuse. Et même si on traverse ce truc-là, je suis persuadé que dans quelques jours, on va repasser au-dessus. Mais voilà. Il faut bien comprendre ici, ce qui me force à la prise de décision, malgré tout, c'est le fait que je suis en zone rouge et qu'au bout d'un moment, la zone rouge, on ne peut pas la repousser indéfiniment. Donc en attente de invalidation de ce signal aujourd'hui pour reprendre quelque chose sur cette paire, et évidemment pas avec les mêmes leviers. Hein. Là, si je reprends, je ne vais pas reprendre tout de suite levier 5. Hein. Voilà. What else sur le reste de la planète finance. Le VIX, alors oui, on va en parler. Donc le VIX à 15, magnifique, tout va bien. No soucis, ça n'inquiète personne. Donc pas de souci, hein. En gros, ça veut dire, oh, on s'est peut-être un peu trompé quand même, vous vous rendez compte, on y va peut-être un peu vite pour le trade récessif, voilà. Donc gagnons du temps, mais en attendant, ça reste quand même extrêmement dangereux, je pense, d'acheter ce marché sans couverture, ce qui m'inquiète assez fortement sur la quasi-complaisance de ce marché. Alors je trouve ça inquiétant, mais encore une fois, il va falloir gérer son risque, c'est-à-dire que moi pour l'instant, je touche plus, j'ai repris une vente hier soir sur le S&P 500 avec un stop à 2765, je crois, si ma mémoire est bonne. Je vais vous l'expliquer en intraday. Voilà, donc moi ça a été pris ici, hein, sur cette bougie-là, si ma mémoire est bonne, parce qu'on est sur la target, typique un marché en vague 5, hein, d'accord, donc une tendance extrêmement longue, extrêmement mature, et surtout dans un cadre qui n'arrive normalement jamais, c'est-à-dire passer de tendance baissière à tendance haussière. Ça n'arrive jamais, hein, d'accord. On est dans un cas ici complètement atypique de marché. Je ne sais pas sincèrement ce que ça veut dire. Est-ce qu'on a formé un dip et est-ce qu'on se dirige vers le sommet historique, ou est-ce que c'est juste le plus gros enfumage que les US ont jamais fait? Voilà, moi je ne sais pas, tout ce que je sais c'est que j'ai vu ça hier, j'ai pris la position, j'ai dit je ferai en fonction des clôtures, on est venu reclôturer au plus haut, je ne comprends pas, mais tout ce qui comptait pour moi c'était qu'on ferme le gap, et c'est ce qu'on a fait. Donc je pense sincèrement que ça c'est ce qu'on appelle les gaps d'essoufflement, hein, c'est-à-dire le moment où le marché tente d'accélérer et alors que la tendance est extrêmement mature, comme ça, hein, ça pour moi c'est un gros gap d'essoufflement, raison pour laquelle ici je me positionnais vendeur déjà, et que ça me semble complètement anormal, mais merci Powell. Voilà, bon je pense
pense que le mouvement Powell, on l'a complètement pricé au mieux de tout. On est toujours sous des résistances majeures. On est bien dans la zone que je voulais. En gros, je place mon stop au-dessus de la zone de faible volume. Hein, donc, hop, je vais juste remettre par là. Voilà, hop. Donc la zone de faible volume, c'est 2760, je me mets au-dessus, hein, donc je suis à 65. Si on déborde ce truc-là, très sincèrement, voilà, on quitte le sol. Et à ce stade-là, moi, je ne vois pas de raison de rester vendeur dans ce type de marché-là. Hein. Ça veut dire qu'on revient chercher les résistances majeures de décrochage. Ça, je vous rappelle, c'était le G20. Hein, donc le retournement pernicieux de marché. Ici, les bears ont pris un énorme contrôle vendeur. Qu'est-ce qu'on fout là, no comprendo? Qu'est-ce qui a changé dans le monde depuis là? Rien du tout. Est-ce qu'on a un accord chinois? Non, absolument rien du tout. Est-ce qu'on a un changement réel dans la politique monétaire? Que dalle. La Fed, elle a dit quoi? Elle a juste dit, ok, on va vous laisser un petit peu de lest. La Fed n'a pas dit, on reprend les politiques monétaires accommodantes. Elle a juste dit, ok, on met le frein sur le durcissement de la politique monétaire. Parce que sinon, vous allez vriller. Mais déjà, d'une, il n'y a rien qui indique que la Fed devrait faire ça. Je rappelle, la Fed, elle est supposée regarder des datas, elle n'est pas supposée faire la complaisance du marché. C'est-à-dire, c'est pas parce que le marché tape du poing sur la table que la Fed doit changer. Là, elle l'a fait, et c'est, pour moi, elle vient de se tuer, la Fed. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on vient de faire là, c'est le mouvement qui va nous emmener en récession. C'est une erreur manifeste de politique monétaire, parce que les prix baissent, d'accord? Je rappelle que la Fed, les prix des marchés, elle s'en bat les couilles. Son objectif à elle, c'est d'assurer la stabilité des prix, de maîtriser l'inflation et de durcir la politique économique quand les prix sont trop élevés. Hein, c'est exactement ce qu'elle fait maintenant. Et c'est son rôle de relever les taux à ce stade de maturité de la politique, d'autant plus parce que Trump a mis un stimulus fiscal extrêmement fort et dans un stade d'avancement d'un cycle économique un petit peu trop mature. Donc, c'était du rôle de la Fed que de serrer la vis, de dire ah ouais bon les marchés sont pas contents, Trump est pas content, bon on va arrêter, on va pas arrêter, hein, c'est pas ça qu'ils ont dit on va ralentir et attendre de nouvelles informations. Mais les informations qui arrivent, elles sont toujours bonnes. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les indices qui disent « Oh, super, les news sont pas super mauvaises non plus. » Et en plus de ça, super, la Fed se calme. Donc oui, c'est euphorisant. Mais la réalité, c'est qu'il y a une vraie distorsion de politique monétaire ici et que c'est une erreur manifeste que vient de commettre Powell. C'était pas son rôle que d'arrêter les politiques monétaires, d'arrêter le durcissement de la politique monétaire. Parce qu'il y a une avance dangereuse des États-Unis qui fait que si jamais le monde part réellement en récession, vous croyez que les États-Unis vont y échapper? Non, ils y échappent parce qu'il y a une conjoncture qui fait que ça ne se voit pas encore sur leur prix, d'accord? Parce qu'il y a ce stimulus fiscal et qu'il y a encore des entreprises en profitabilité. Mais les profits, on ne les voit plus à la hausse maintenant. C'est-à-dire que là, la conclusion en fait analytique de cette saison de résultats, c'est de dire, ok, on ne s'est pas trop planté sur ce coup-là encore, ça va, mais le prochain, ça ne va pas être bon, hein, ça on le sait. Donc en mars, en gros, on vient juste de renvoyer la balle jusqu'en mars-avril. La prochaine saison de résultats, celle-là, elle va être beaucoup plus sanglante. Donc est-ce qu'on a des raisons de s'euphoriser à Wall Street? En réalité, non. Mais on a une conjoncture là, à court terme, qui fait que les mecs ont peur de rien et qu'ils ont envie de prendre du risque. Mais est-ce que ça se voit réellement sur les actifs corrélés, ce dont on a parlé hier? Pardon, je crois que je l'ai fait qu'en anglais d'ailleurs, donc je vais le refaire en français. Voilà, c'est d'étudier le quartet du risque, hein, d'accord? C'est ce dont on parlait précédemment, c'est-à-dire de regarder les quatre actifs majeurs, les quatre choses qui permettent de comprendre les mouvements et les corrélations et les différentes corrélations par rapport à la perception des risques. Ce qui est fou, c'est ça, c'est que donc on a le VIX au plancher, hein, on est à 15, c'est-à-dire que dans cette zone-là, normalement, il faut vraiment un bon gros paquet de bonnes nouvelles pour franchir ces zones-là à la baisse, après les avoir franchies à la hausse, hein, c'est-à-dire que là, on est en mode pour identifier comme des zones. C'est-à-dire quand on est dans cette zone blanche en bas, tout va bien. C'est-à-dire qu'ici, les impacts négatifs sont généralement là pour ramener des pullbacks vers des supports que normalement on tient et on franchit beaucoup plus facilement les niveaux résistants parce que la perception du risque est faible, l'appétit pour le risque est à son paroxysme.
Évidemment, plus on s'éloigne de cette zone, plus voilà. Là, vous arrivez sur les zones de complaisance totale. Là, rappelez-vous, c'était complètement fou. Ici, on avait les tirs de missiles de Pyongyang. Le marché était là, oh, fuck off, rien à foutre. Voilà, c'était de dire complaisance complète. On avance, il n'y a pas de souci. Tant qu'à faire, tant qu'on reste dans cette zone-là, tout va bien. Boum, le gros choc évidemment qui en a suivi en février, qui remet tout le monde d'accord. Et là, on traverse les deux zones d'entrée, hein, c'est-à-dire la zone entre les deux, c'est ce que j'appelle la zone de pondération. C'est-à-dire qu'ici, les informations sont à la fois positives et négatives, et on pondère, c'est-à-dire qu'on peut à la fois franchir des supports et à la fois franchir des résistances. On est en neutralité dans la perception économique du marché. Le truc, c'est qu'évidemment, quand on est là, on enfonce les supports comme dans du beurre. Hein. Là, ça tombe tout seul. Donc, évidemment, ayant fait les cons pendant plusieurs trimestres, on a payé ça direct. Hein. Donc là, enfin, pendant une année, hein, c'est-à-dire 2017-2018, c'était complaisance totale, écrasement de la volate sur des niveaux plus bas historiques. Ça s'est payé évidemment au prix d'une explosion de la volate derrière. Et maintenant, on est sur un schéma ascendant, c'est-à-dire qu'on a réussi à revenir une fois dans la zone de complaisance sans jamais passer les 10. Et maintenant, on est retourné et normalement, on doit s'installer dans la zone de pricing, c'est-à-dire la zone où c'est à la fois positif, à la fois négatif, la zone de range, ce qui est normal. Normalement, on ne doit plus passer sous les 15 maintenant, parce qu'on est dans un schéma d'ascendance de la volatilité, c'est-à-dire de dégradation temporaire, progressive des prix, avec des pressions baissières qui vont être de plus en plus fortes jusqu'à normalement le moment où on enfoncera le couteau. Ça, c'est le Black Swan, hein. C'est-à-dire si on a un Black Swan, à tout moment, c'est là-haut qu'on finit, et ça, c'est la zone donc de panique. Ça, c'est quand on enfonce les supports comme des couteaux, c'est le couteau qui tombe, d'accord? Et ça, c'est la panique systémique, c'est-à-dire qu'au-dessus de 50, au-dessus de 45-50, le VIX, c'est carrément, voilà, je vous dis, le risque systémique, c'est-à-dire que là, les gérants vendent tout et à n'importe quel prix, l'objectif étant tout simplement de se débarrasser des actifs risqués par la crainte, tout simplement de ne pas, parce qu'il ne faut pas avoir ça en bilan, sinon vous êtes mort. Voilà, ça veut dire, en gros, les actions deviennent la bête noire du marché, il faut s'en sortir très vite, les prix chutent, les gens vendent sans acheteurs, et là, évidemment, ça fait très mal. Donc le VIX, pour moi, il est sur un support, et je vois absolument rien qui indique le fait qu'on va glisser sous la zone des 15. Donc, je trouve ça très dangereux de voir une complaisance totale du marché, alors que la volatilité indique qu'on va très probablement se prendre un paquet de mauvaises news bientôt, et qu'en tout cas, il va falloir commencer à pondérer l'efficacité globale des news positives, c'est-à-dire que c'est bien, maintenant qu'on a pricé un peu ce qu'il y avait de pire en fin d'année, maintenant on est en train de pricer ce qu'il y a de meilleur, mais est-ce qu'on n'est pas justement un petit peu trop optimiste là maintenant? C'est ce que j'appelle l'optimisme BA, c'est le principe de dire super, on a un V-bottom, mais allez, il faut tout arracher le plus vite possible, mais est-ce qu'on a réellement de quoi se diriger vers le sommet historique? Moi je pense que non, clairement pas. Alors c'est un sentiment de marché, on est bien d'accord, c'est vraiment au doigt mouillé, c'est l'expérience qui parle ici, mais techniquement parlant, il y a aussi des choses qui indiquent qu'ici on est complètement épuisé en termes de momentum acheteur. C'est-à-dire que le fait de continuer ici, c'est ce que j'appelle la lessiveuse, c'est-à-dire que c'est un marché sans volume qui monte et qui se nourrit de stop loss. Mais le problème c'est que ce marché-là, la moindre news négative qui tombe, nous fait retomber vers les supports, et comme on a franchi ces résistances sans marquer de support, en fait, c'est très difficile de retrouver un support dans ce marché. J'argumente et je vais vous montrer ça graphiquement après. Hein. Le deuxième pan ici, c'est de regarder les junk bonds, c'est-à-dire de regarder l'état du crédit dans le marché. Vous savez qu'on a un marché qui a des niveaux de liquidité historiques. On n'a jamais eu autant de liquidité, hein, c'est-à-dire que, en gros, on a fait exploser une bulle de crédit en 2008. Qu'est-ce qu'on a trouvé de plus malin à faire derrière? Donner toujours plus d'argent au marché. Entre guillemets, on a eu une plaie en 2008, une grosse plaie ouverte. On a fait quoi? On a mis un point de suture et un pansement dessus. Et encore, quand je dis un point de suture, c'est vraiment gentil. En gros, on a mis un gros pansement et on a dit arrête de bouger pendant un moment et tout ira bien. Bon, je pense que la plaie, elle est toujours là et qu'elle risque de se rouvrir un jour. Donc c'est un risque, d'accord? Je parle de risque systémique ici, la potentialité d'un Black Swan, et je vous maintiens ce que j'avais dit précédemment, à savoir pour moi, on est dans tous les cas, je pense, dans une pattern de Grey Rhino, c'est-à-dire que dans tous les cas, Black Swan ou pas, je pense qu'on est bearish et que quoi qu'il arrive, le sommet de marché, on n'y retournera pas. C'est mon sentiment. Tant qu'on n'y est pas, j'estimerai que j'ai raison. Pour l'instant, je ne sais pas, et le marché est plutôt en train de chercher la borne haute, la borne d'invalidation, mais il ne m'a toujours pas invalidé, donc je crois toujours à mon scénario, qui est que, je vous dis, Black Swan ou pas, pour moi c'est bear. Maintenant, bon, on verra, mais il ne faut pas oublier la potentialité et le haut niveau de risque qu'un Black Swan sorte n'importe où. Alors ça, évidemment, on ne peut pas l'anticiper. Mais comme je vous dis, on peut surveiller les poches de risque dans lesquelles un Black Swan peut sortir à n'importe quel moment. La volate, il suffit que ça parte en couille ici. Je vous dis, vu le niveau de liquidité,
Les mecs ici, ils peuvent devenir complètement tarés au niveau de la couverture, et la volate, elle peut exploser d'un coup, là, sans prévenir, partir à ce niveau-là. Et en fait, il faut un déclencheur. Là, c'est le truc de dire, la nervosité, elle est là, le support est là, on risque de retrouver chercher la résistance. Il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas une mauvaise news qui arrive par là, parce que si on traverse et qu'on retourne en zone de pétage de plomb, on peut sans problème déclencher un risque systémique derrière. Parce que les niveaux de valorisation sont extrêmement forts. Donc là, on est bien d'accord que si ça retombe aux US, on cassera le plus bas qu'on a fait en décembre. C'est sûr et certain, ça on le sait, c'est la raison pour laquelle le marché fait tout pour s'éloigner de cette zone-là, autant que faire se peut. Là, au niveau des junks, c'est la même chose. On a quand même réussi à casser ici, en même temps que le pic de volatilité. C'est-à-dire que là, la première fois quand on est tombé fin de l'année, on avait tout qui était conjoint, c'est-à-dire qu'il y a eu baisse des prix sur les actifs risqués, sur les actions, on a eu sortie de volume massif sur les ETF, revente massive de contrats de bons à haut risque, d'accord, donc d'obligataires à haut risque, et évidemment, en même temps que ça, hausse croissante de la volatilité dans la zone panique à bord. Donc là, en fait, c'est la première fois qu'on a eu ces trois éléments conjoints. Regardez, le précédent pic en février, on était là-haut sur les junks, c'était bas les couilles. On s'est mis un petit coup baissier, mais c'est tout. Voilà. Ici, en gros, il n'y avait pas de panique réelle. Okay, la seule fois où réellement on a chuté fortement, où on donne un signal baissier, un signal bear sur le marché, que tout le monde ignore, hein, c'est ce que j'en regarde, encore une fois, je trouve ça magique, c'est de dire tout le monde ignore ce truc et pense que bon, c'était juste un petit pic de volate, c'est pas grave, tout va bien. Non, non, c'est la première fois que tout est allé très mal. Et on s'est fait peur, mais le marché, il a l'impression, il voudrait vous envoyer le message aujourd'hui, de vous dire, mais non, mais c'était pas grave, c'était un événement épidermique. Maintenant qu'on a purgé les risques, non, on n'a rien purgé du tout. Au contraire, on vient de montrer que quand on trouve conjointement tous les niveaux de risque dans le rouge, ça se passe très très mal et on chute très fort. C'est ça la réalité en fait. Et de se dire qu'on risque de s'en reprendre une, parce que quand vous regardez ça, vous dites, bah ok, mais on est déjà de nouveau sous les résistances pour les junk bonds. Si ça se remet à vendre, ça veut dire vente sur les actifs risqués obligatoires. Si la volatilité se réoriente à la hausse, au moins pour aller chercher les 25, ça veut dire volatilité à la hausse, vente sur les junk bonds, vous croyez que les actions elles vont réagir comment? Surtout quand vous regardez le dernier critère, qui est donc le niveau d'exposition du marché aux ETF, et on est sur un plus haut historique. C'est absolument magique, c'est-à-dire que le prix des actifs risqués, donc les actions qui composent majoritairement les ETF ici, il n'y a pas que des actions dans les ETF, mais c'est majoritairement des actions, eh ben, no susai, voilà, en gros, on en a vendu un peu, on s'est fait peur, mais là, non, 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 les ETF, c'est fantastique. On est en fin de cycle, mais faisons de la gestion passive, c'est la stupidité à son paroxysme. Ça, en gros, ce sont pas c'est pas des gérants qui font ça, ce ne sont pas des institutionnels qui achètent les ETF, ce sont des imbéciles de particuliers qui font ça, des gens qui ne connaissent rien au marché, mais qui se font abreuver le cerveau de news à la con, c'est-à-dire ils regardent CNBC, ils regardent Bloomberg, dans lequel on leur dit, tout va bien, le marché sort de son creux, blablabla, la Fed est accommodante, et ils se disent super, on va pouvoir acheter du marché, parce que le marché est haussier. Bon, on sait très bien que si vous suivez les news économiques, vous allez surtout perdre de l'argent dans le marché, et surtout si vous n'avez pas une bonne cyclicité. Donc voilà, là la cyclicité elle est plutôt à se dire oh putain il vaut mieux sortir le pognon du marché ou en tout cas réduire ses risques plutôt que de se foutre full risque et de se dire j'ai un peu d'argent, allons l'investir sur les marchés financiers hors de prix puisque j'ai juste envie d'être encore plus riche. Bon, c'est d'une stupidité affligeante, mais je sais comment ça va finir, mais pour l'instant le marché veut que ça se passe bien. Donc bref, c'est extrêmement dangereux comme structure, donc l'énorme divergence entre le niveau d'exposition à l'ETF alors que les prix, eux, n'ont absolument pas suivi. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que qu'est-ce qui alimente la hausse ici? C'est de l'ETF. Qui est-ce qui achète le marché ici? Des particuliers, alors qu'on est toujours sous des résistances. Bon, voilà. Donc c'est les particuliers ici qui chassent les stops des professionnels un peu trop agressifs. Voilà. En gros, si tu vends un peu trop fort ici, comme beaucoup d'entre vous le font, et pourtant je pensais avoir été très clair sur les niveaux d'exposition à faire ici, c'est-à-dire que moi je vous ai dit je suis en top niveau de risque ici, je risque près de 12% de pertes sur les indices parce que j'ai vendu beaucoup d'indices et avec des leviers assez forts, mais je ne le fais que pour une seule raison, d'accord? Je vous rappelle que je me suis gavé de gains sur les phases de baisse. Je réinvestis simplement des gains passés, tout comme je l'ai fait sur la UDNZD. Si je me prends les 12%, c'est des gains que je vais rendre au marché. Ce n'est pas des pertes sèches sur le compte que je vais subir.
Donc, il faut vraiment faire attention. Après, évidemment, je préférerais éviter qu'elles me tombent dessus, ces pertes. Mais si elles arrivent dessus, comme la UDNZD, je ne vais pas lutter comme un connard. Je vais les prendre et j'accepterai tout simplement de ravaler ma fierté. Pour l'instant, rien ne m'invite à le faire. C'est-à-dire que pour ma part, je pense qu'on est toujours dans ce schéma-là, hein, qui revient à dire, ici, on avait les structures de consolidation. Alors, le problème, c'est que j'ai du mal à savoir quel pic je dois prendre ici, parce que théoriquement, c'est quand même celui-là que je suis supposé prendre. Et de se dire, bah, ici, pour moi, c'est de la stratégie de range, c'est-à-dire que bah, on fait quoi bah, comme d'hab, hein, on cherche les bornes vente et les bornes achat, on est en plein dans une borne de vente, moi je vends depuis qu'on est là-dedans, j'avais commencé à vendre là avant parce qu'on avait des signes de maturité clairs et évidents et qu'on était sous des résistances, donc oui, je vendais ces résistances, point barre, sans réfléchir, sans hésiter, ici il y avait une vente à prendre pour ma part et elle était indiscutable. Bon ben voilà, on est là, mais est-ce que réellement ça change quelque chose? Moi je vais même faire plus simple, rappelez-vous ce que je vous avais donné en termes de stratégie. Voilà, je vous avais dit, et ça je vous l'avais donné je crois, ou alors j'ai peut-être donné qu'aux Anglais, je me souviens plus. Dans ce cas-là je vais le faire pour tout le monde aujourd'hui. Voilà, c'est de vous dire, normalement, quand on fait ces schémas, hein, A, B, C, A, B, C, A, B, C, bon, ben là, je ne sais pas ce que c'est, mais très honnêtement, je peux compter un ABC ici aussi, hein, parce que pour moi, il y a une consolidation intermédiaire qu'on ne voit très peu, en fait, sur le S&P 500, mais qu'on voit très bien sur d'autres actifs. C'est-à-dire qu'en fait, ici, si vous comptez le nombre de sommets, ça fait 1, 2, 3 et 4. Donc, en fait, ici, on peut très bien se trouver dans un schéma consolidant. C'est-à-dire que ça, en fait, aussi con que ça puisse paraître, c'est une consolidation. Alors ça a l'air d'une tendance, d'accord, mais si on ne va pas casser ça et qu'on rechute, bah en fait je pense qu'on est mature pour se péter la tronche, hein. Alors évidemment, vu la force de la tendance ici, je pense qu'il faudra digérer un bon moment. C'est-à-dire qu'on ne va pas repartir tout de suite nécessairement tête baissée comme des teubés. Mais je pense qu'après digestion, ça reste pour moi un marché baissier qui se dirige, quoi qu'il arrive, vers la cassure des 23 000, des 2350. Je maintiens sans aucun changement mes billets baissiers sur ce marché. Et pour l'instant, je vous rappelle, mes stops sont à 2830. Si tu viens me chercher ici, mon pote S&P 500, je t'applaudis fortement, hein, voilà. Mais je pense que tu ne franchiras jamais les 2820, quoi que tu puisses essayer. Et je pense même tout simplement qu'ici, tu vas te cartonner sévèrement parce qu'il y a un gros volume ici en attente. Vous voyez, en fait, les zones de volume, il y en a eu une première ici où il fallait clairement vendre, hein. Zone de volume dans un marché baissier, dès qu'on l'a franchi, c'est des ventes. Donc en gros, ici, on arrive sur la zone, boum, ça devrait vendre, ça a vendu, mais ça n'a pas suffi. Mr. Powell nous a permis de faire le breakout ici, mais il reste ce gros morceau là, hein. Cet énorme morceau, et il nous tire jusqu'à la zone des 2750. Donc moi, je ne sais pas si on ne va pas essayer d'aller grappiller jusque-là, hein, il n'y a aucun problème. Mais normalement, et rappelez-vous ce que je vous avais dit, dans ces marchés-là, quand on corrige dans ce qu'on appelle donc les leading diagonal, c'est-à-dire les structures A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, hein, voilà, bon, bah, là je mets ABC, mais ici, bon, voilà, c'est un ABC tellement plat que, évidemment, c'est à se demander s'il y a quelque chose, mais comme il y a bien 4 sommets, enfin, il y a 4 cycles, bah, c'est plutôt une consolidation, c'est complètement pernicieux, hein, c'est-à-dire qu'ici, bah, on a tellement rien foutu et on a tellement latéralisé les marchés que bah, ça a l'air d'être une seule vague de hausse et ça a l'air d'être une tendance. Pour l'instant, ça n'en prend pas la forme, hein, je suis navré de vous le dire. Alors, c'est une très 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 puissante reprise haussière, mais en fait, si vous regardez les autres marchés, vous voyez, en fait, c'est en regardant ce qui s'est passé ailleurs que vous comprendrez le truc. C'est de vous dire, regardez le DAX. Là, vous la voyez bien, la consolidation. Là, vous la voyez même très très bien, la consolidation sur le DAX. Donc je ne comprends pas en fait pourquoi sur les marchés américains cette phase-là on la voit que très peu, tout simplement parce que bah, ils ont pricé le meilleur, il fallait absolument rien rendre des gains passés, mais on voit bien cette phase d'hésitation sur le DAX. Et je pense tout simplement que c'est l'erreur à ne pas commettre pour l'instant, c'est-à-dire de penser que ceci n'était qu'en fait une poursuite du mouvement et d'imaginer que cette vague-là n'existe pas et qu'en fait on a fait 1, 2, grand 2, 3, 4 et 5 et que dans ce cas-là on est sur un décompte haussier. Alors c'est possible qu'on le soit, mais moi je m'en fous, je vais suivre mon scénario. Je vous dis, dans le marché il faut un biais, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire Elliott c'est comme ça. Non, non, en fait Elliott ça doit être là pour vous prouver et étayer votre biais. Elliott est une projection et il y a souvent 50 façons de faire de l'elliotisme. Moi j'en prends simplement celle qui corrobore mon scénario et après ça marche ou ça marche pas. Donc moi la théorie là-dedans c'est de dire normalement ici c'est 2 vagues de baisse. Et ensuite, on recartouche, mais comme il faut. C'est-à-dire de dire, voilà, normalement, ici, on est supposé repartir dans un schéma un peu comme ça. C'est-à-dire une première vague de baisse qui revient chercher un support, ici, et là, après, on rebaisse un peu plus fortement sur la deuxième
théoriquement. Donc je pense que de toute façon, on peut passer un gros temps ici à latéraliser à plat, un peu comme on l'avait fait ici, hein, c'est-à-dire de passer un peu de temps avant de reprendre un schéma beaucoup plus baissier, plus loin dans le temps. Voilà, donc, et normalement, pardon, je voulais arriver à cette conclusion, je me suis moi-même perdu, d'accord. Quand on fait ce schéma-là, donc de leading diagonal, la vague 4 ici, généralement, elle rentre dans la 1, hein, donc elle doit rentrer dans ce schéma-là, et elle vient généralement, en fait, chercher le support qui a été constitué dans la vague 1. Alors, le truc, c'est que le support, moi, je me t'ai dit, on va le consolider par là, d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, c'était ici qu'on pouvait commencer à revendre, d'accord, parce que c'est là qu'on avait trouvé le support sur notre vague 1, mais on peut dire, ça, c'était juste un excès, on est tenté d'y passer ici, et regardez, en fait, si je ne me trompe pas, ah non, ça, c'était une bougie baissière. Bon, voilà, on peut dire, en gros, il y avait deux supports, celui-là et celui-là, d'accord, la première fois qu'on a marqué, la deuxième fois. Ben voilà, pour moi, je pense que c'est ça qu'il faut traiter. Cette zone-là, en tant que grosse résistance, on peut monter encore un peu aujourd'hui, je m'en fous, hein. Moi, c'est 2765, tant qu'on n'y va pas, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je maintiens ma dernière vente sur le S&P 500, c'est la dernière, hein, je risque 1% et pas plus. Et puis si ça passe pas, ça passe pas, hein, mais ça me permet simplement de remonter mes prix moyens sur des prix plus acceptables pour la gestion du risque. Puisque là, je crois de mémoire que j'ai un prix de revient moyen qui est à peu près par là sur le S&P. Voilà. Donc c'est pas fantasmagorique, hein, c'est pas génial, mais c'est déjà pas mal. Et tout simplement, ça me permet d'avoir un prix pas trop dégueu et je vais pouvoir gérer mon risque sur le support, c'est encaisser un gain, hein, réduire mon levier et rempiler derrière bien comme il faut, puisque je pense qu'on va revenir dire bonjour à la dump zone, hein. On est pour moi toujours dans un range, hein, mais revenir dire bonjour à la dump zone, donner un gros signal de vente ici, et c'est là par contre que je vais charger la mule fortement avec un stop au-dessus de ce qu'on pourrait former dans la zone actuelle. Désolé pour cette longue argumentation, mais je voulais tout simplement replacer un peu ces scénarios-là en contexte. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pris une vente sur le WTI hier. Pour le moment, elle se passe très très bien. Je pense qu'on va aller chercher la zone de stop loss bientôt. Donc je joue, comme je vous ai dit, la bêtise du WTI, hein, c'est-à-dire que je pense qu'on est dans la zone où ça va taper un coup en bas, un coup en haut. Donc c'est stupide, je ne mets pas de volume, hein, je ne mets pas des gros volumes là-dedans, mais tout simplement je prends ce trade, donc sur du 1 heure. D'accord, non, pas en 1 heure, en 2 heures. Où est-ce qu'on était allé chercher un contexte? Voilà, bon, il y a de trade en 2 heures, ici le signal, ça se prend, hein, voilà, donc en rejet du contexte, gestion du risque dès qu'on arrive ici, et je garde 50% de la position pour viser un excès, hein, puisqu'on est dans un marché à la con, hein, donc je pense qu'on va en gros taper un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, hein, vous avez compris, donc le canal de contexte, on va le mettre un peu à mal, tout comme on l'a mis à mal dans ce sens-là à la hausse, hein, donc je pense que c'est un marché à débile, donc ici on sécurise le gain, stop break-even, et je vise donc l'opposé de la borne, les 75%, enfin les 76,4 de retracement FIBO pour encaisser maxi. Donc là c'est target max et je vise pas plus bas que ça pour l'instant. Ici c'est un encaissement total donc de la position sur ce trade. Pour l'instant j'attends les validations, donc j'attends qu'on déborde la zone de stop pour pouvoir confirmer ce trade. Gold et machin, j'attends toujours. Les cryptos, on en a parlé. Alors le Bund, ça on va en parler. Donc je comprends toujours pas ce qu'on fout là. Je vais être honnête, hein, ce machin-là, sincèrement, ça va très très mal finir de jouer à ce jeu du on s'en bat les couilles, voilà, de dire le momentum est haussier, on poursuit. Ouais, c'est un peu le même momentum débile, sauf qui peut, qu'on a sur les actions américaines, qui revient à dire ça va couiner, hein. Vous voyez, c'est typiquement ce genre de truc, ça monte jusqu'au jour où bim, voilà. Bon. Moi, est-ce qu'on va continuer à monter comme des teubés et qu'on va pouvoir tenir jusqu'à l'expiration en mars? J'en sais rien. D'accord, je n'en ai pas la moindre idée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le risque ici, il est extrêmement baissier et que pour l'instant, il n'y a rien qui force ce risque à se manifester, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui force les prix à repartir dans l'autre sens. Je pense que ça, le jour où ça donne un signal baissier, un vrai, ça va faire très mal. Et ça va partir tout de suite, hein. C'est-à-dire que là, on voit bien, c'est du range, hein. Donc le range, le problème, c'est qu'on cherche à aller le plus loin possible, puis quand on ne peut plus, on se rend compte qu'on n'y arrive pas et que les supports, il n'y en a aucun. Donc c'est boum, on retombe d'un coup jusqu'à l'autre borne du range. J'ai dit, vu la maturité de ce truc, c'est clairement la forte probabilité ici de se prendre l'installation d'une tendance baissière derrière. Enfin, en tout cas, d'aller étendre le range beaucoup plus bas et d'aller démonter ses supports.
puisque pour l'instant, le range casse des supports plus qu'il ne casse des résistances. On est toujours sous ces niveaux résistants-là. Je pense qu'on n'ira pas les casser. Donc voilà, on travaille celui-ci, d'accord. On a réussi à glisser au-dessus, je crois, marginalement. Mais voilà, moi ce qui m'inquiète surtout, je vais être purement honnête, c'est-à-dire que le contrat de Bund, c'est bien, mais c'est la réalité derrière, c'est ça. C'est-à-dire, au-delà du contrat Bund lui-même, moi ce qui m'inquiète sincèrement, c'est ça. C'est le pricing des Bund, c'est de se dire, cette structure-là, aïe aïe aïe. Moi je pense que c'est la dernière fois qu'on cote les taux aussi bas en zone européenne. Ça ne reflète absolument pas la réalité économique de l'Allemagne. C'est-à-dire que là, en gros, ce qu'on dit, c'est, ah bon, bah, quand même, il y avait du QE, on ne peut pas lutter contre la Banque centrale. Vu que la Banque centrale achète des Bunds et que l'Allemagne n'en demande que très peu, bah, il y a une offre illimitée, puisque la BCE, théoriquement, elle faisait tout pour... Elle achetait tous les Bunds, on va bien être d'accord, puisque la BCE, elle achetait d'abord les bons de bonne qualité, donc elle achetait quasiment tous les Bunds allemands, qui en plus n'en émettaient très peu. Donc l'offre et la demande ont fait que les Bunds valaient que dalle. C'est-à-dire que vous vous rendez quand même compte qu'un OAT, sa price, alors on va le rajouter, on va le voir ici, je ne sais pas s'ils sont sur... L'OAT, c'est le... Non, ils n'y sont pas. Comment... FR Tenure, oui, ça va être ça. Hein. Ouais, voilà. Ok, voilà. Oula, qu'est-ce qu'il fout? Bon, il y a un petit problème sur les pricing là, mais bon. On va le mettre pin to left. Voilà, non. Qu'est-ce qu'il fout? Attends, j'ai pas ajouté le bon truc là, c'est pas possible. FR Tenure. Pourtant, c'est bien ça. Ah, je comprends pas. Je comprends pas leur truc là. Ok, si, pourtant on était bien. Voilà, donc un OAT est à 0,55 à peu près, un truc comme ça. Hein, d'accord. Donc aujourd'hui, l'économie française est presque plus dynamique que l'économie allemande, vu le ralentissement qu'ils sont en train de se prendre. Donc je vais juste remettre les deux, hein, je vais y arriver. Donc je vais remettre DE Tenure et je veux rajouter par-dessus donc le FR Tenure. Voilà. Voilà, c'est mieux. Là, ça marche. Ok, donc on a bien notre truc, comme il faut, d'accord, de se dire, voilà comment est pricé un Bund, voilà comment est pricé un OAT. Hein. Vous voyez bien l'énorme différentiel. Qu'est-ce qui est venu foutre la merde ici? Les politiques monétaires, hein, bien d'accord. C'est-à-dire que là, effectivement, bah, la BCE achète beaucoup plus de Bund qu'elle n'achète d'OAT, tout simplement parce que déjà, elle en émet beaucoup moins la République fédérale allemande que la République française. Ils sont beaucoup moins dépensiers, les Allemands, c'est la rigueur budgétaire, et tout ça, tout ça. D'ailleurs, tiens, j'y pense au passage. Merde. Eureka a fait une vidéo d'ailleurs hier sur ça d'ailleurs, sur le système économique allemand, que je vous invite à regarder. Hein. Je vous rappelle que cette chaîne, c'est absolument nécessaire à regarder. C'est extrêmement instructif et c'est tellement bien expliqué que même un débutant peut tout à fait comprendre, et les sujets qui sont abordés sont extrêmement profonds et techniques. C'est une chaîne YouTube, hein, Eureka, vous trouverez sans problème. Bref, donc pour moi, il y a un vrai problème ici. Hein, le fait est de dire, bah ok, là on vient de sortir des politiques accommodantes, enfin on vient de sortir des politiques monétaires sur les taux, sur les bons côté européenne, c'est-à-dire le QE c'est fini. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne reprice pas? Alors on a des économies en récession ou proches de récession. C'est-à-dire il y a pratiquement un tiers des économies, pas un tiers, mais on va dire un quart des économies en Europe qui montrent des signes de plus qu'inquiétant de ralentissement, je vais utiliser le bon mot, on va en récession sur ces trucs-là. On sait que les autres vont suivre. Hein. On voit que l'Allemagne, elle est dans la merde, mais dans une vraie grosse merde, et il va y avoir un changement de cap à faire. Et on voit rien sur les bons. Voilà, c'est sur les bons, c'est tout va bien, il n'y a pas de sous-sailles, ne vous inquiétez pas. Alors le risque, c'est quoi? Le risque, c'est de se prendre un crack obligataire, c'est-à-dire que la réalité, pour moi, économique, elle se trouve à mi-chemin. D'accord, entre les États-Unis et nous, c'est-à-dire les États-Unis sont là, hein, ils sont à 2,50, 2,80. Nous, la réalité, elle se trouve entre les deux, c'est-à-dire 1,50, 1,40, enfin entre 1,20 et 1,50. Donc pour un OAT, ça va. C'est pas la fin du monde. Pour un OAT, ça devrait passer. Alors j'aimerais. Pourquoi? Ah putain, mais c'était pin to right, je sais pas pourquoi. Voilà. Pour un OAT, remonter à 1,20, ça va. C'est pas la fin du monde, ça se fait sans grand problème. Par contre, pour les Bunds, passer à 1,20, c'est-à-dire se prendre 1% dans la gueule de hausse de taux,
il faut quelque chose. C'est-à-dire soit l'Allemagne, d'un coup, arrête ses politiques d'austérité et se met à dépenser un peu, c'est-à-dire pour contrecarrer la récession, il dépense un peu d'argent, hein, il change un petit peu ce modèle économique austérité qu'ils connaissent et rigueur budgétaire. Dans ce cas-là, je peux vous dire que ça va claquer un slibard direct sur les Bunds, mais dans tous les cas, on y va. C'est-à-dire que je ne comprends pas au bout d'un moment comment le marché, même si les émissions de Bunds sont faibles, peut prêter à 10 ans à une économie au bord de la récession. Il y a toujours normalement un pricing du risque. Alors, évidemment, le risque à 10 ans reste faible, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que si vous regardiez ces courbes de taux, d'accord, ça, c'est ce qui permet de former les bulles de crédit. Hein. On est bien d'accord que 2008, on a payé la stupidité de baisse constante des taux, c'est-à-dire qui revenait tout simplement à dire le financement des États ne se fait plus à travers le marché, c'est-à-dire le libre arbitre, mais à travers la Banque centrale qui définit combien les États doivent payer. Bon, ça, on sait très bien que c'est un système qui va mal finir. Hein. C'est par exemple les principaux problèmes qu'on doit trouver, auxquels on doit trouver une solution en zone euro sans faire claquer complètement le système. C'est-à-dire qu'on doit sortir de ça sans faire tout imploser. C'est ça, en fait, le défi de la zone euro dans les prochaines années. Le réel défi, il est là. Voilà, le problème c'est comment on va faire, je ne sais pas, mais j'aimerais bien que ça ne se passe pas trop violemment, c'est-à-dire qu'on commence à se réorienter vers des cycles haussiers, au lieu de continuer à essayer de pricer les Bunds toujours plus bas, c'est-à-dire d'essayer de continuer dans le même schéma, de dire, non, mais c'est pas grave, on va finir comme les Japonais, taux négatif forever. Bon, non, ça n'existe pas, ça n'est pas possible, d'accord, de faire un truc comme ça, ça ne peut pas se faire à l'échelle de l'économie européenne. C'est juste une pure connerie que d'imaginer ça, et ceux qui font ça dans des petits bureaux bien côtoyés, bien cotonnés, et s'imaginent que les théories économiques peuvent fonctionner très facilement, sans problème, sans couiner. Bon, la réalité, elle est que si on s'amuse à faire ça, très honnêtement, moi je vais me mettre à parier contre la mort de la zone européenne. Si on s'amuse à partir sur des taux négatifs en zone européenne, et surtout en Allemagne, si on s'y installe, voilà, si on dit ok, le futur c'est là, si le futur c'est là, moi très honnêtement, je ne vais pas garder des euros et je vais changer pas mal mes réserves de devises et diversifier mes investissements hors de la zone européenne parce que ça ne va pas être joli. Maintenant, je ne pense pas sincèrement que ce soit la direction. Raison pour laquelle j'aimerais voir les Bunds arrêter leurs conneries et dire ok c'est bon, maintenant on a bien consolidé et on reprend le cycle haussier qu'on avait initié ici. Rappelez-vous quand on était venu chercher les 0,80 où je supportais cette zone, on était venu chercher l'objectif, j'avais encaissé mon joli gain sur les Bunds. Je pense que ce nouveau cycle devrait se mettre en place pour aller donc chercher la zone d'objectif des 1,20 avec probablement un petit excès jusqu'à 1,60 d'abord, un excès et puis derrière voilà. Donc je vise au sein du prochain cycle d'appréciation des Bunds la zone des 1,50, 1,60 voire 1,70, mais guère plus. Voilà. Arrivé par là, clairement, je réduirai considérablement mes expositions. D'accord. Donc on va dire l'objectif c'est vraiment 1,50 et ici il y aura probablement réduction très forte des leviers. Mais donc pour moi c'est ça le prochain mouvement à faire sur les Bunds et les OAT aussi hein, bien sûr, mais normalement on doit donc réduire ce gap entre l'économie allemande et l'économie française, puisque tout simplement maintenant vu le ralentissement économique extrêmement fort qu'on a en Allemagne, on est quasiment sur les mêmes niveaux de productivité en France et en Allemagne. Donc comment vous pouvez justifier dans ce cas-là qu'on ait plus de 40 points de base de différence entre les deux pricing. Donc, bon, il y en a qui disent qu'effectivement, c'est le simple fait de l'offre et de la demande. Comme l'Allemagne demande beaucoup moins de financement, évidemment, on la price moins cher. Mais est-ce que ça justifie 40 points de base? Je ne crois pas. Donc, voilà, ça c'est mon sentiment personnel. Je trade évidemment en ce sens. J'ai mis des leviers, mais encore une fois, j'ai mis des leviers sur les Bunds tout simplement parce que je m'en suis gavé de Bunds en allant chercher la zone des 0,70. Donc, je reste là aussi sur la même chose qu'AUDNZD, que Euro-Yen, sur des réinvestissements de gains passés. Si ça doit me prouver que j'ai tort, même chose, je sortirai, j'accepterai de m'être trompé. Pour l'instant, je ne pense pas, et je pense sincèrement que la dynamique globale, c'est un marché qui est en fin de politique monétaire accommodante sur les taux et qui va tout simplement repricer ses supports. Donc là, on est sur les supports, je ne vois pas la raison d'aller plus bas sur les Bunds, ou alors à court terme, hein, c'est-à-dire on se fait une petite frayeur pour essayer d'aller voir vers la zone des 0,9, 0,8, histoire de tester en fait des niveaux techniques, c'est-à-dire que si j'enlève l'OAT ici, qui était juste à but de comparaison, d'accord, on va se remettre en hebdo pour voir un peu mieux.
Voilà, vous vous dites, si le marché a envie d'aller juste s'amuser à tester ces zones-là pour voir qui est assez con pour acheter des boons avec des rendements aussi merdiques, c'est possible que ça se fasse. D'accord? On peut très bien y aller pour un aspect purement spéculatif, dire allez, on va s'amuser, on va voir à combien les boons peuvent aller à proximité du taux négatif, histoire de vraiment une dernière fois faire les cons. Moi, je pense que, bon, à l'époque, on n'avait pas la nécessité de faire ça, et on voit bien que de toute façon, ça avait été un test et un avalement aussi juste après. Donc, pour moi, le support, il est là, et on est dessus. Et je ne comprends pas pourquoi ça ne réagit pas. Pourquoi il faut qu'on passe 3 plombes ici, alors que on est en train de former des creux et sommets ascendants. Donc j'attends patiemment en fait que ce marché se réactive. Je l'ai dit, les échéances sont au 15 mars. Donc moi, tant qu'au 15 mars on n'est pas là, tout va bien. Si au 15 mars on est là, je m'en fous. Je prends tout de suite mon rollover sur le prochain contrat et je reste à l'achat des taux sans la moindre hésitation. Ok? Donc je refaisais un point là-dessus, mais ça me semblait nécessaire. Donc si je résume le message que je vous passais aujourd'hui, tout simplement, ça monte très fort, hein, d'accord, sur les actions européennes, sur les actions américaines, les actions européennes, ça s'euphorise très vite, un peu trop vite, on est toujours dans des schémas baissiers. Malheureusement, je pense que le risque va revenir, que ce soit sur les taux ou que ce soit sur la volatilité. Donc malheureusement, comme on est toujours sous des résistances, que la volatilité est extrêmement faible, et que en plus de ça, on a un schéma ascendant sur cette volatilité, que les taux sont orientés à la hausse, qu'on le veuille ou non, très malheureusement, ça va amener, je pense, un switch habituel qui est donc que sous résistance, le moindre signal baissier attirera immédiatement les capitaux dans ce qu'on appelle les zones de faible risque, c'est-à-dire l'obligataire, le yen, les grands classiques que vous connaissez. Yen qui ce matin est déjà en train de se péter la tronche. Regardez NZD yen, regardez CAD yen, regardez euro yen, l'USD yen il nous fait quoi? Il commence. Voilà, ce matin le yen est acheté. Donc honnêtement, ça annonce rien de bon. Hein. Je vais pas tergiverser. Je pense que pour les ricains, d'accord. Et là, ils sont en train de tirer un peu tout, quoi. C'est-à-dire de jouer le jeu dangereux, de dire hey, allez, on y va comme des fous, on n'a peur de rien. Mais là, le yen est sur support, la volatilité est sur support, les contrats de taux sont sur des supports, enfin, les contrats de taux sont sous des résistances, donc les taux sont sur des supports. Euh, Voilà, moi ça n'invite rien de bon. Hein. Maintenant, il peut se produire un breakout, mais je ne vois pas. Pour moi, on a tous les bons catalyseurs qui viennent d'arriver, à moins que là, on nous sorte effectivement un accord avec la Chine, mais un accord vraiment énorme. Si c'est un petit accord à la con comme d'habitude, je pense que c'est déjà dans les prix et que ça n'apportera rien, voire même un sell de news. S'il y a vraiment un vrai cataclysme, un vrai changement radical dans la perception des risques, on pourra éventuellement considérer dans ce cas-là que les taux ne sont pas intéressants et ils casseront dans ce cas-là des supports. Les contrats de taux casseront donc des résistances. On pourra imaginer que dans ce cas-là, le yen continue sa consolidation et que la volatilité ira dans ce cas-là s'installer sous les 15, même si tout ceci, encore une fois, ne fait aucun sens. Je pense que graphiquement parlant, c'est impossible que ça se produise, mais il faut un catalyseur fort pour que ça arrive, et malheureusement, ça, c'est ni vous ni moi qui ne gérons ceci. Donc, s'il y a réellement un accord dans les tuyaux, et que l'administration Trump veut nous jouer le magnifique timing pour espérer justement se sortir des marasmes économiques. On est bien d'accord, l'administration Trump, elle administre pas pour les Américains, elle administre pour le marché. Hein. On a bien compris qu'ils avaient une politique totalement market dépendante, c'est-à-dire qu'ils font tout pour complaire au marché, ils font tout pour manipuler le marché. Et c'est un jeu très dangereux, hein, je vous rappelle. Pour moi, on a eu le Trump trade et on aura le Trump crash. Et je suis persuadé que ces manipulations grossières des timings boursiers par l'administration américaine se finira par se retourner contre eux. Et que, évidemment, je veux être là pour en profiter. Mais pour l'instant, on va être honnête, tout se passe bien pour eux. Donc, pourvu que ça dure. Ok, donc un peu de patience. Je n'ai pas nécessairement envie d'acheter le yen tout de suite. Hein. Je pense que ça peut aller un peu plus bas que ça. Mais très honnêtement, ça peut aussi ne pas le faire. Donc soyez prudents, mais sachez que le yen est en tendance haussière, que vous le vouliez ou non, hein, c'est officiel. On a déjà franchi des résistances et la prochaine fois, on va s'attaquer à la majeure. Et la prochaine fois que le yen va casser des résistances, ça va pas être joli. Donc attendez-vous à peut-être un peu de bruit entre-temps et de bruit de consolidation.
pour prendre l'élan avant d'y aller, mais s'il y a évidemment le moindre catalyseur baissier, vous savez que le yen étant déjà haussier, les contrats de taux étant déjà sur, enfin les taux étant déjà sur des supports, ça peut sans problème déclencher tout ça, hein. Donc des taux qui repartiraient à la hausse très très vite et donc des crises, pas des crises, mais en tout cas des crispations obligataires à venir immédiatement derrière, des risques crédits, évidemment un yen qui explosera assez facilement, un gold qui pourrait reprendre son schéma ascendant et autres trucs du genre. Donc je pense qu'il faut attendre, digérer, c'est-à-dire, pour moi, ce qui domine pour l'instant, c'est pas de l'ultra bearish, mais c'est pas de l'ultra bullish. Et comme on est ultra bullish, je trouve ça stupide. Et je pense qu'on va tout simplement normaliser ce truc-là. C'est-à-dire, je ne vois pas casser ce support pour l'instant, les 2575, qui était le support là. Je ne vois pas franchir la résistance ici. Et je pense qu'on va juste crever entre les deux et faire parler les cons. Donc, un peu de patience, mais c'est vraiment pour moi la zone de travail dans laquelle on est dans la partie haute. Je cherche que des ventes, point barre. Et je ne m'exposerai pas plus que ça. En tout cas, tant que j'ai pas de nouveaux signaux. Hein, voilà. Allez, bye bye, bonne matinée et bonne journée à tous. Vraiment énormément de prudence. Je ne vous donne pas de trade intraday parce que malheureusement, rien n'est tradable pour l'instant. Si vous basculez en dessous d'une heure sur les scénarios indiciels, je pense que vous êtes déjà en train de prendre des risques énormes. Une heure, c'est le plus agressif que je puisse me permettre de faire, hein, pour l'instant. Puisque là, franchement, vous tradez en 15 minutes, ça ressemble à rien. Il n'y a aucun signal qui est respecté en 15 minutes, c'est juste du bruit. Donc, ne vous faites pas attraper, hein, d'accord. Restez dans l'application du schéma, à savoir, pour moi, c'est du range, mais c'est un range extrêmement pernicieux. Et il faut faire très attention, c'est-à-dire que, vu la stupidité de la façon avec laquelle on est monté, attendez-vous à ce que la construction des prix à la baisse soit tout aussi stupide. Bye bye!